Bonjour à tous, je me présente donc Chiara Botta et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des avantages du nouveau statut d'entrepreneur individuel. Donc l'idée c'est de faire quelque chose d'assez interactif et donc n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent et j'essaierai d'y répondre. Voilà. Alors effectivement alors attendez, je vais juste voir comment je change ma slide. Pardon. Ah oui là, OK, voilà, super. Donc, l'idée, c'est d'abord de vous introduire un peu le statut de l'entrepreneur individuel et ses évolutions. Donc, initialement, il a été créé en 2010. Et en fait, c'est un statut qui était le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Et l'idée de ce statut, à l'époque, était de libérer un peu l'entrepreneuriat et notamment d'alléger les contraintes administratives liées aux sociétés. Ils ont créé ce statut en en séparant le patrimoine personnel du patrimoine professionnel, mais tout cela nécessitait une déclaration d'affectation. Et dans les faits, la déclaration d'affectation est assez lourde à mettre en place. Donc, le statut de 2010 n'a pas eu un succès fou. Et au fur et à mesure des années, l'idée a été d'essayer de simplifier un maximum ce statut. Donc entre 2014 et 2019, il y a eu effectivement un allègement des formalités. En ce qui concerne la résidence principale, l'idée était de dire qu'elle était insaisissable de droit. Donc il n'y avait même plus de déclaration d'affectation à faire concernant la résidence principale. Mais tout ça, en 2021, ils ont fait une étude d'impact qui a révélé qu'en fait, le nombre d'EURL était extrêmement faible et qu'il était de 97 000 seulement, alors qu'il y a plus de 3 millions de travailleurs indépendants. Donc évidemment, vitesse éclair, ils ont réformé le système et ils ont essayé de le simplifier. Ils ont créé un système un statut unique protecteur pour l'entrepreneur individuel et, avec un certain nombre de modifications évidemment et de simplification du statut d'entrepreneur. Alors, il faut savoir que le statut et la réforme de 2022 ne fait pas disparaître le IRL à proprement parler. C'est juste qu'on ne peut plus créer de IRL. En revanche, les EIRL qui ont été créés avant, évidemment, restent en vigueur. Alors, le nouveau statut d'entrepreneur individuel a eu l'avantage d'apporter, il y a eu deux principaux apports. La première, c'est qu'il y a désormais une séparation automatique des patrimoines personnels et professionnels, sans création de personne morale distincte. Et le deuxième volet très important est le statut fiscal de l'entrepreneur individuel qui peut désormais opter pour l'impôt sur les sociétés. Et donc, en gros, il sera un entrepreneur individuel qui sera assimilé à une EIRL ou à une EARL. Alors, j'ai une question. Les anciennes EIRL qui n'actualisent pas leur liste deviennent-elles des EI classiques? Non. En fait, les EIRL qui sont EIRL, elles restent EIRL. Et en revanche, c'est parce que je vais y revenir après, mais le changement de statut d'une entreprise individuelle va avoir des conséquences fiscales. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Alors, donc, séparation automatique des patrimoines personnels et professionnels et possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés. Alors, le principe aujourd'hui, c'est la séparation automatique des patrimoines. On considère, et il y a une espèce de nouveau critère qui est apparu, qui est l'utilité des biens à l'activité professionnelle. Donc en gros, le Code de commerce vient vous dire que les biens et droits et obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. Donc aujourd'hui, tous les biens, droits qui sont utiles à l'activité
sont considérés et rentrent dans le patrimoine professionnel de manière automatique. Les exemples, le fonds de commerce, le fonds artisanal pour les activités artisanales, un local, les marchandises, donc les stocks, de manière les biens incorporels, les licences de marque, les brevets. Donc tout ça, on considère que ça fait partie du patrimoine professionnel puisque c'est utile et nécessaire à l'activité de la société. Et à contrario, tout ce qui n'est pas utile à l'exercice de l'activité sera du patrimoine personnel. Et ça, en fait, c'est le patrimoine résiduel. Alors, il y a une, il y a une présomption des biens professionnels, notamment due à la comptabilité, à la tenue de la comptabilité. En effet, quand on est, sauf quand on est micro-entreprise, mais on a l'obligation d'avoir un inventaire de ses actifs. Quand on est sous forme de bilan, on a à l'actif, on a effectivement l'intégralité des biens affectés à l'activité. Donc à partir du moment où on considère que c'est affecté à l'activité et que ça figure dans les documents comptables, on a une espèce de présomption de qualification de biens professionnels. Alors évidemment, si on a des biens qui ne sont pas utiles à l'activité et qui sont inscrits quand même, bon, il faudra faire un peu attention à leur traitement, notamment fiscal et notamment en cas de cession de ce genre de biens. Ensuite, il y a une question sur les biens mixtes, c'est-à-dire que vous êtes un entrepreneur individuel et évidemment, vous exercez votre activité à partir de votre résidence principale ou vous utilisez votre véhicule pour vous rendre sur votre lieu d'exercice. Alors évidemment, vous n'avez pas 2 véhicules, un pro, un perso, vous avez un véhicule qui a 2 finalités. Donc on appelle ça un bien mixte et donc heu, dans ce cas-là, par exemple pour la partie de la résidence principale, la partie utilisée sera considérée comme affectée et utile à l'activité et donc fera partie du patrimoine professionnel. Alors, par exemple, pour une SCI, si vous êtes entrepreneur individuel et que vous exploitez votre activité dans un local qui est détenu par une société civile immobilière, dont vous êtes vous-même associé et éventuellement gérant, on considérera que les parts sociales de la SCI rentrent dans votre patrimoine professionnel. Et ensuite, il y a une histoire un peu particulière et un peu compliquée sur les biens communs et les biens indivis, parce que contrairement à ce qui était prévu pour les EIRL, heu, aujourd'hui, un bien commun ou un bien indivis peut intégrer le patrimoine personnel pa pro professionnel pardon, de l'entrepreneur, sans que le conjoint n'en soit forcément informé ou qu'il ait d'ailleurs donné son accord, tout simplement. Donc il faudra faire effectivement bien attention parce que dans ces cas-là, l'inclusion d'un bien commun sera sans incidence sur les droits du conjoint, c'est-à-dire qu'en fait, le bien commun, il va être à la merci des créanciers du conjoint et à la merci de vos créanciers à vous. Et le bien indivis, il aura, alors l'indivision, c'est effectivement vous êtes plusieurs propriétaires sur un seul bien et en fait, votre quote-part indivise sera, enfin votre créancier professionnel pourra, l'appréhender. Alors en indivision, c'est un peu particulier parce que quand on est en indivision, on ne peut pas forcer l'indivision sauf à saisir les tribunaux. Donc en fait, il faudrait que le créancier professionnel provoque le partage de l'indivision pour éventuellement récupérer sa quote-part dans votre indivision. Voilà. Donc, alors, évidemment, il y a toujours des exceptions, et notamment quand il s'agit d'entreprises et d'entrepreneurs. Donc, le principe, c'est encore une fois que les créanciers professionnels qui sont des créanciers dont la créance naît dans le cadre de votre activité professionnelle ne peuvent venir vous rechercher que sur votre patrimoine professionnel. C'est là tout l'intérêt de séparer les patrimoines. Il y a néanmoins des exceptions et qui sont notamment la possibilité pour un entrepreneur, excusez-moi, de renoncer de manière conventionnelle à l'affectation au patrimoine personnel ou professionnel. Je m'explique. Vous avez la possibilité de mettre en garantie, au bénéfice d'un créancier, un bien professionnel. Et donc dans ces cas-là, évidemment, c'est un bien professionnel qui sera mis en garantie
d'une dette personnelle, d'une dette professionnelle, pardon, et donc votre bien personnel pourra être saisi si jamais vous ne faites pas face à vos créances professionnelles. Évidemment, il y a une limite à tout ça, c'est que vous ne pouvez pas consentir un cautionnement pour vous-même. C'est-à-dire que une banque ne pourra pas, si une banque par exemple vous accordez un prêt, un financement bancaire, vous ne pourriez pas, vous à titre personnel, vous cautionner pour votre activité professionnelle. Il y a un problème de, vous ne pouvez pas vous séparer en deux. Donc ça, il faut faire attention parce qu'effectivement, on ne peut pas se consentir de caution à soi-même. Et en revanche, on a cette possibilité de renoncer. C'est-à-dire qu'un créancier peut vous demander, peut demander à l'entrepreneur individuel qu'il renonce à la distinction entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel pour un acte déterminé. Encore une fois, l'acte de renationalisation, c'est quelque chose d'extrême. Comme ça, c'est une exception au principe de séparation des patrimoines. C'est très encadré. Ça nécessite un formalisme pas lourd, mais en tout cas précis. Et donc, dans ces cas-là, l'entrepreneur individuel aura un délai de réflexion à compter de la demande du créancier et l'engagement de renoncer à la distinction patrimoine personnel et patrimoine professionnel devra revêtir un formalisme particulier à peine de nullité. Et évidemment, toutes les formes, le formalisme à respecter est prévu par le Code de commerce. Donc, on voit bien qu'il y a une possibilité pour les créanciers de se soustraire un peu aux règles de séparation des patrimoines. Et il y a aussi une possibilité, lorsqu'un créancier personnel considère que votre patrimoine personnel est insuffisant pour venir se désintéresser, il aura la possibilité éventuellement de venir saisir votre patrimoine professionnel, mais tout ça dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. Donc, c'est-à-dire que vous avez des dettes personnelles, les créanciers de votre dette personnelle vont d'abord se servir dans votre patrimoine personnel, et si jamais il n'y avait pas assez, ils auraient la possibilité, dans la limite du dernier bénéfice réalisé par votre entreprise individuelle, de venir se servir dans votre patrimoine professionnel. Alors, toute cette séparation des patrimoines, c'est très intéressant. En revanche, ça va quand même créer un certain nombre de difficultés parce que on a du mal à hiérarchiser les créanciers et donc il va probablement avoir, si jamais il y avait un problème important et que vous ne faisiez face à aucune de vos dettes, il y aurait les créanciers risquent de s'entrechoquer. Voilà. Sauf à ce que ce soit une banque et en général, elle aura pris évidemment des garanties et des sûretés conventionnelles. Ensuite, il y a aussi une particularité, mais ça, bon, on est habitué, c'est l'administration fiscale qui est un créancier public. Et alors dans ces cas-là, l'administration fiscale, elle a un droit de gage qui porte tant sur votre patrimoine personnel que sur votre patrimoine personnel pour le recouvrement de certaines créances. Par exemple, votre impôt sur le revenu ou votre taxe foncière. C'est-à-dire que l'administration, elle a la possibilité de venir chercher l'un ou l'autre ou les deux s'il y a besoin. Alors ensuite, ça c'est pas une particularité justement des entrepreneurs individuels, mais c'est bien de le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneur individuel, il bénéficie des procédures collectives et de toutes les règles qui régissent les procédures collectives en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Et évidemment, tout ça prévoit une protection importante du patrimoine personnel, sauf en cas de faute de gestion. Ça, c'est toujours le même problème, mais c'est la même chose en société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez commis des fautes de gestion, les créanciers auront la possibilité éventuellement de venir vous chercher sur votre patrimoine personnel, puisque tout ça est dû de votre fait et de votre responsabilité et des fautes que vous avez commises. Ensuite, en termes de responsabilité pénale de l'entrepreneur individuel, on a exactement les mêmes responsabilités qu'un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, en cas de faute, d'imprudence, de faux et usage de faux, d'infraction douanière, ce sont les mêmes responsabilités qu'un chef d'entreprise. Donc ça, c'est le principe, c'est les fondements juridiques du nouveau système et du nouveau statut d'entrepreneur individuel. Ensuite, il y a cette partie fiscale qui est extrêmement intéressante, mais assez complexe également. Et donc, alors attendez, je vais juste
Alors non, alors pardon, excusez-moi. La sûreté, alors j'ai une question sur les sûretés des créanciers publics. Est-ce qu'elle est légale ou bien elle requiert une formalisation? Non, l'administration fiscale peut venir se servir sans formalisme particulier. Alors ensuite, j'ai une deuxième question. Comment cela se passe pour ceux qui occupent une pièce de leur maison et que toute la maison est engagée dans le professionnel ou seulement la pièce gage-bureau? Non, justement, garage-bureau, j'imagine. Donc effectivement, c'est uniquement la pièce dans laquelle vous exercez votre activité, ou le bureau, ou le garage, mais c'est uniquement la pièce. C'est très délimité. Attendez, je regarde juste. Voilà. Alors, ensuite, dans le cadre du nouveau statut fiscal de l'entrepreneur individuel, on a la possibilité désormais, donc le régime de droit commun, c'est l'impôt sur le revenu, et désormais, on a la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, il faut savoir que d'abord, le statut d'entrepreneur individuel n'a pas créé d'obligation comptable particulière à la charge de l'entrepreneur individuel. C'est juste les dispositions de droit commun qui s'appliquent, c'est-à-dire qu'il y a 3 régimes, le régime de la micro-entreprise, le régime simplifié et le régime normal. Le régime de la micro-entreprise, il a l'avantage d'être extrêmement simple, il n'y a pas de comptabilité particulière, il y a juste un livre journal des recettes, c'est-à-dire tout ce que vous encaissez, et il n'y a pas particulièrement d'inventaire non plus, donc pas d'inventaire de stock, tout ça. Le régime simplifié et tout, alors les régimes micro-entreprises simplifiés et normales dépendent de certains seuils que vous dépassez ou non. Donc le régime simplifié, c'est une comptabilité simplifiée et tout est simplifié, et le régime normal, c'est une comptabilité complète. Alors, aujourd'hui, le statut, le régime de droit commun de l'entrepreneur individuel, c'est l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, l'entrepreneur individuel, il relève par principe de l'impôt sur le revenu. Et au moment où on crée l'entreprise individuelle, il y a le transfert de vos biens personnels qui vont être affectés et utiles à votre activité ne va pas générer une imposition particulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité fiscale distincte et il n'y a pas d'imposition. C'est-à-dire que vous avez acheté une voiture qui vaut 10 et que vous la transférez dans votre patrimoine professionnel parce que vous créez votre entreprise individuelle et qu'au moment où vous la transférez, ça vaut 20, bah, vous n'allez pas être imposé sur la plus-value qui est entre 10 et 20. En revanche, si jamais vous transférez votre véhicule et qu'au moment où vous le transférez, effectivement, il y a une espèce de plus-value latente. C'est-à-dire que vous l'avez acheté 10, vous la transférez, elle vaut 20, il y a une espèce de plus-value latente de 10. Et que dans le cadre de votre activité professionnelle, vous cédez cette voiture, dans ces cas-là, au moment de la cession, vous allez avoir 2 impositions séparées, c'est-à-dire une imposition au terme des plus-values privées et une imposition au terme des plus-values professionnelles. Donc, l'administration va vous dire, effectivement, quand vous l'avez achetée, elle valait 10, vous l'avez transférée à votre activité professionnelle, elle valait 20. Donc, vous avez une plus-value privée qui est calculée sur une base de 10. Et ensuite, le jour où vous vendez, elle vaut plus 20, mais elle vaut 30. Vous avez une plus-value professionnelle qui sera à nouveau sur 10. Donc, c'est 2 régimes d'imposition qui sont différents. Alors, évidemment, quand dans le cadre de l'activité professionnelle, toutes les plus-values professionnelles bénéficient soit d'abattement, si c'est de l'immobilier, soit d'exonération en fonction de certains seuils. Ensuite, quand on est à l'impôt sur le revenu, la liquidation de l'entreprise individuelle, c'est-à-dire la cessation d'activité de l'entreprise individuelle, qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, va générer un certain nombre d'impositions immédiates, c'est-à-dire l'intégralité des bénéfices qui n'auraient pas été encore imposés. Je vous prends un exemple, vous avez commencé votre exercice au 1er janvier 2023, vous avez décidé d'arrêter au 30 septembre 2023. En fait, il n'y a pas eu d'imposition des bénéfices réalisés entre le 1er janvier et le 30 septembre. Donc, ces bénéfices-là seront imposés. À nouveau, les plus-values qui seraient éventuellement latentes seraient imposées aussi. Il faut considérer que la liquidation d'une entreprise individuelle, c'est l'équivalent d'une cessation d'activité avec toutes les conséquences fiscales que cela implique. Alors, ensuite, on a l'option pour l'impôt sur les sociétés qui va avoir des conséquences assez lourdes
notamment sur le timing. Donc, l'impôt sur les sociétés, c'est pour l'entrepreneur individuel, c'est un régime optionnel. Il ne peut opter à l'impôt sur les sociétés que s'il exerce et il est comptablement assimilé à un régime réel simplifié d'imposition, enfin normal ou réel, un régime réel ou simplifié ou un régime réel normal. Il ne peut pas opter pour l'IS si jamais il est en micro-entreprise. Donc, à partir du moment où il a opté pour l'IS, il va se passer un phénomène particulier qui est la création d'une personne fiscale distincte. On a la même personne physique, sauf qu'il y a une personnalité fiscale distincte pour l'EI, enfin l'entreprise individuelle qui est assimilée à une URL. Donc, juridiquement, l'entrepreneur est seul et unique, et fiscalement, effectivement, il a son entreprise individuelle qui est assimilée à une URL. Alors, l'option à l'IS doit être faite un professionnel de santé peut-il opter à l'IS? Oui, parce qu'il y a toutes les activités, qu'elles soient libérales, artisanales, agricoles ou commerciales. Donc oui, il a la possibilité d'opter à l'IS. Alors, il y a l'option à l'IS doit être notifiée, ça je vous épargne parce que c'est pas très intéressant, mais en gros, vous devez effectivement notifier cette information au service des impôts dans un délai imparti. Et la notification à l'impôt, enfin l'option à l'impôt sur les sociétés va avoir un certain nombre de conséquences si jamais vous décidiez d'opter en cours d'activité. Je vous m'explique. Vous créez votre statut d'entrepreneur individuel, vous restez à l'impôt sur le revenu et un jour vous décidez d'opter à l'IS. Dans ces cas-là, vous allez avoir des conséquences fiscales non négligeables. En fait, il y a vraiment un changement de régime fiscal. Donc, il faudra faire attention. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que oui, alors un libéral, il est imposé en tant que BNC, mais en fait, ça ne changera pas le régime. Enfin, aujourd'hui, par exemple, un médecin, il peut très bien exercer sous forme de CELARL. Donc, c'est une société qui est soumise à l'IS et les revenus qu'il va percevoir seront effectivement des BNC. Ben, c'est exactement la même chose en matière d'entreprise individuelle. Donc, les revenus que lui percevra dans le cadre de son activité, donc il va créer son activité, il va générer des revenus, et pour la partie qu'il percevra, ce sera effectivement qu'il va toucher réellement, ce sera des BNC, et le reste, il pourra éventuellement le réaffecter. C'est vraiment comme l'impôt sur les sociétés en matière de société de CELARL. Donc, on a l'option d'opter. Il faut faire attention au timing au moment à quel moment vous optez, parce qu'effectivement, ce que je disais, c'est que si vous créez votre activité sous le régime de droit commun et que vous décidez d'opter à l'impôt sur les sociétés, après, il faudra bien étudier les conséquences fiscales de tout ça. Et ensuite, on a la possibilité de renoncer dans les 5 ans à l'option à l'impôt sur les sociétés. Alors ça, c'est pareil, c'est extrêmement délicat, dans le sens où si vous décidez de cesser d'être à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, ça sera à nouveau considéré comme un changement de régime fiscal. Et dans ces cas-là, vous allez avoir des conséquences fiscales qui sont assez lourdes. Et notamment, ça sera l'équivalent d'une cessation d'activité. Donc, avec toutes les conséquences de l'imposition des bénéfices ou des bénéfices qui n'ont pas été distribués, des plus-values latentes et des choses comme ça. Donc, encore une fois, le timing de l'option à l'impôt sur les sociétés, si vous décidiez d'opter, est très important. Et ça, c'est à étudier et à simuler avec un expert comptable pour voir quelles sont les conséquences financières que cela représente. Donc, on a la possibilité d'opter, on a la possibilité de renoncer dans les 5 ans, au plus tard, dans un délai de 5 exercices suivant celui au titre duquel vous avez souscrit à l'option. Alors, oui, il est nécessaire de créer un compte bancaire professionnel. En fait, il y a très peu de cas dans lesquels c'est pas nécessaire de créer un compte bancaire professionnel. La question est pertinente, mais de toute façon, quand on a une société et quand on a une entreprise individuelle, c'est important de créer un compte indépendant
pour éviter la confusion de patrimoine entre personnel et professionnel. Voilà. Alors, en gros, un très bref résumé et après je vais passer je vais mettre en perspective les avantages de la société par rapport au statut d'entrepreneur individuel. Donc, tout le système et tout le régime de l'entrepreneur individuel qui est sorti des textes en 2022 et des décrets qui ont découlé, définit effectivement le régime juridique et fiscal de l'entreprise individuelle. Aujourd'hui, donc l'entrepreneur peut opter pour l'IS. Dans ce cas-là, ça lui confère une personnalité fiscale distincte de l'entrepreneur lui-même. Donc, c'est une espèce de dédoublement de personnalité, donc c'est parfois un peu compliqué à appréhender. Et on a la possibilité effectivement de renoncer à cette option à l'IS, mais sous réserve de bien étudier les conséquences que cela pourrait avoir. Et je le répète là, mais voilà, les micro-entrepreneurs, si vous vouliez opter pour l'IS, il faut que vous soyez sous un régime d'imposition réel, c'est-à-dire réel simplifié ou réel normal. Alors, là, je vais en venir, ça va effectivement, hop, vous allez voir, c'est beaucoup plus parlant comme ça. L'idée, c'est de mettre en perspective l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu et l'entrepreneur individuel qui aurait opté pour l'IS. Donc, quand on est un entrepreneur individuel qui est soumis au régime de droit commun, notre bénéfice imposable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges qui ont été engagées dans le cadre de l'activité de la société. L'intégralité du résultat est soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu en BNC ou BIC en fonction de l'activité que vous exercez. Ensuite, vous avez et évidemment l'assiette des cotisations sociales et la base taxable des cotisations sociales, c'est le bénéfice imposable. Ensuite, vous avez l'option pour l'IS. Alors, c'est un tout petit peu différent parce que quand on opte à l'IS, c'est vraiment le même régime qu'une société, sans les inconvénients. C'est-à-dire que vous avez votre bénéfice imposable qui est constitué du chiffre d'affaires, moins la rémunération de l'exploitant, moins les cotisations sociales, moins les charges. Et le résultat sera imposable au taux de l'impôt sur les sociétés. Alors, le taux de l'impôt sur les sociétés, il est de 15% jusqu'à 38 000 et quelques euros. Et au-delà, il passe à 25%. Et la rémunération qui serait versée à l'exploitant serait soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors, ça a un avantage, mais ça a aussi un inconvénient, c'est que si jamais l'entrepreneur individuel décidait de se verser une rémunération supplémentaire sous forme, par exemple, de dividende, le dividende, il a un régime assez lourd parce qu'à partir du moment où la rémunération de l'exploitant, enfin, si jamais vous distribuez un dividende supérieur à 10% du bénéfice, en fait, le delta va être assujetti à nouveau à de nouvelles cotisations sociales. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez votre rémunération d'exploitant qui est assujettie à des cotisations sociales et tous les bénéfices distribués qui seraient supérieurs à 10% des bénéfices réalisés seraient en plus assujettis à des cotisations. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu une double peine. Donc, il faut faire très attention, et j'y viendrai après, mais il faudra effectivement faire très attention au pilotage de quel est le plus intéressant en fonction de votre rémunération, de vos besoins. Alors, on retombe dans la même configuration qu'en SARL finalement. Oui, exactement. On retombe effectivement en même configuration qu'en SARL. Alors, l'avantage, j'y reviendrai après, mais l'avantage de l'entrepreneur individuel, et c'est bien le sujet de la masterclass, c'est qu'il n'y a pas la lourdeur du juridique, de l'administratif en matière d'SARL. Il n'y a pas les approbations des comptes, il n'y a pas les tenues des assemblées générales, il n'y a pas voilà. Donc, c'est beaucoup plus léger en termes d'administratif. En revanche, effectivement, d'un point de vue fiscal et comptable, c'est pareil. Alors, il est nécessaire de créer un compte professionnel 42 500. Alors ça, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Bon, si vous pouvez préciser la question, parce que j'imagine que c'est un seuil auquel vous faites des références, mais je sais, là, sorti du contexte, je ne suis pas sûre de comprendre. Donc voilà le résumé un peu en gros de la fiscalité quand on est entrepreneur individuel et on est soumis au régime de droit commun de l'impôt sur le revenu et entrepreneur individuel qui a opté à l'IS. Alors, on va parler d'abord des avantages d'opter à l'IS et ensuite
des inconvénients. Je les ai déjà un peu évoqués en amont. Alors, l'avantage d'opter à l'IS, c'est donc de pouvoir maîtriser son imposition personnelle, c'est-à-dire de dire que seule la rémunération que vous allez vous verser sera assujettie à charges sociales et sera assujettie à l'impôt sur le revenu. En revanche, tout le delta qui serait généré. Ah oui, pardon, excusez-moi. Le taux réduit de l'IS, c'est 42 500. OK. Donc, la possibilité, c'est de limiter son imposition à 15%, puis à 25%, versus le taux de votre impôt sur le revenu. Parce qu'encore une fois, si vous êtes imposé, votre taux moyen, c'est 12% ou c'est 45%, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a une vraie décision à prendre et des simulations à faire pour savoir quel statut est le plus important. Et ensuite, effectivement, l'intérêt est de savoir si l'intérêt d'opter à l'IS, c'est si jamais vous avez besoin de réinvestir une partie des bénéfices dans votre activité. Dans ces cas-là, ça évitera que les bénéfices soient, ça évitera que vous soyez taxé sur des résultats alors qu'en fait, vous avez besoin de les réinjecter dans la société. Donc, ça permet aussi de maîtriser l'imposition des bénéfices. Alors, les inconvénients, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où vous distribuez des dividendes pour un montant supérieur à 10% du bénéfice net, vous allez être à nouveau assujetti à des cotisations sociales, en plus de la flat tax, donc c'est un peu lourd. Il y a, quand vous optez à l'IS, la perte d'un certain nombre d'avantages fiscaux, notamment quand vous êtes en plus-value professionnelle et que vous cédez un élément d'actif, vous avez des abattements ou des exonérations en fonction de certains seuils. Alors, je finis, après je reviens sur la question qui vient de m'être posée sur comment se verser des dividendes sans juridique. Et ensuite, effectivement, c'est-à-dire que quand on est à l'impôt sur le revenu, il y a une espèce de transparence fiscale, et c'est-à-dire que l'entrepreneur peut imputer ses déficits sur son revenu global. En revanche, quand on est à l'IS, c'est toujours le même principe qu'une société, c'est-à-dire que je cumule mes pertes, je les affecte au report à nouveau, et je pourrais en bénéficier, je pourrais éventuellement imputer mes bénéfices futurs sur mes pertes accumulées. Alors, comment se verser des dividendes sans juridique? En fait, il n'y a pas de juridique, c'est juste que c'est une décision d'affectation du bénéfice à un compte ou à un autre. Et en fait, c'est exactement comme en société, c'est juste que ça ne répond pas tout à fait au même, c'est pas les mêmes comptes comptables, mais en gros, vous avez la possibilité d'affecter vos bénéfices à l'équivalent du report à nouveau pour une société. Et c'est une décision de l'entrepreneur individuel. Voilà. Donc, l'idée, en très résumé, c'est que l'IS aujourd'hui, quand on est entrepreneur individuel, ça peut être très intéressant si vous avez un taux d'imposition effectivement élevé, un taux d'imposition à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu extrêmement élevé, et si vous avez le souhait de réinvestir une grosse partie des bénéfices. Voilà. Ça vous permet de maîtriser un peu votre coût fiscal. En revanche, évidemment, si vous ne payez pas à l'instant T, vous allez toujours payer à un moment donné. Voilà. C'est-à-dire que le jour où si vous avez opté à l'IS et que vous décidez de cesser votre activité et que vous avez 1 million de résultats ou de bénéfices que vous n'avez jamais distribués parce que vous les avez réinjectés, le jour où l'entreprise cesse, vous allez être imposé sur ces 1 million. Voilà. Donc, vous n'êtes pas imposé au quotidien, annuellement, mais vous serez imposé à un moment donné ou à un autre. Alors, ensuite, je vais essayer de faire rapide parce qu'il me reste 10 minutes sur les avantages les avantages de la société par rapport à l'entreprise individuelle ou les avantages de l'entreprise individuelle par rapport à la société. Donc, un bref récapitulatif. Aujourd'hui, l'entrepreneur individuel, il y a une espèce de, il n'y a pas une espèce, c'est pas qu'une espèce, c'est une séparation automatique des patrimoines personnels et professionnels, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions que nous avons vues, et notamment le cautionnement pour soi-même qui n'est pas possible, ou les actes de renonciation demandés par les banques, ou d'affectation, des actes d'affectation redemandés par les banques. Il y a des obligations administratives et comptables qui sont plus légères, et il y a des régimes, et il y a toujours cette option d'opter pour l'IS si on veut maîtriser le coût fiscal de notre activité et de nos revenus.
Donc l'entreprise individuelle aujourd'hui, elle, elle représente un certain nombre d'avantages qui sont non négligeables, sous réserve que vous n'ayez pas envie de vous associer ou de développer votre activité avec quelqu'un ou de faire entrer des investisseurs. Donc, alors, aujourd'hui, en matière de société, je vais faire très bref. Pardon, je suis désolée. Il y a toujours une possibilité. Donc, aujourd'hui, il y a deux sociétés dans les cas des PME et des personnes qui ont envie de lancer leur activité. Il y a deux types de sociétés. Il y a les SARL et les SAS. Donc les SARL quand vous êtes à plusieurs associés ou EURL quand vous êtes associé unique et les SAS quand vous êtes plusieurs associés ou SASU quand vous êtes associé unique. Ça a un intérêt de créer une société, c'est ce que je vous disais, c'est parce que ça permet de faire rentrer des gens dans votre capital, donc de l'ouvrir, de céder des titres, éventuellement d'intéresser des salariés et de motiver vos troupes. Ça favorise également, ça permet éventuellement de fusionner, de créer des filiales communes ou de prendre des participations dans d'autres activités qui pourraient être des ajouts à votre activité principale. Alors, alors pardon, il y a une question. Les réinvestissements des bénéfices peut-il porter sur des actifs non utiles à l'activité? Non. Non, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est que enfin, je comprends bien la question, mais en fait, à partir du moment où vous allez mettre à l'actif de votre bilan un bien qui n'est pas utile à votre activité, vous allez le faire rentrer dans un système fiscal qui relève de l'impôt sur les sociétés, alors que vous êtes un particulier. Et donc, en plus, il n'y aurait aucun intérêt à ça, à part économiser un peu d'impôts, je l'entends. Mais voilà, c'est pas, il faut bien faire attention d'inscrire un bien inutile à l'actif de votre bilan, parce que ça a des conséquences fiscales non négligeables, notamment en termes de cession. Alors, pertinent de démarrer en entreprise individuelle et de transitionner en société, même peu de temps après le démarrage, par exemple moins de 3 ans. Très honnêtement, ça, ça dépend ce qu'on cherche, mais si on a déjà l'envie de se mettre en société, il vaut mieux se mettre en société et faire une société simple que de créer une entreprise individuelle avec un régime fiscal et derrière, en fait, d'apporter votre entreprise individuelle à une société. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, ça va être comme si vous cédiez ou vous apportiez votre actif professionnel individuel à une société, avec des conséquences à nouveau fiscales. Alors, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de reports d'imposition si jamais vous remplissez des critères en matière d'apport. Mais voilà, ça, il faut. Alors, dans certains cas, ça peut être justifié, mais il faut bien étudier le dossier pour être sûr que ça ne complique pas l'histoire plus qu'autre chose. Donc, l'intérêt économique effectivement d'avoir une société plutôt qu'une entreprise individuelle, c'est ce que je disais, c'est l'idée de pouvoir ouvrir son capital, de pouvoir éventuellement prendre des participations dans une société ou créer une joint venture avec quelqu'un parce que en fait vous mettez vos deux activités en commun pour créer quelque chose de plus fort. Et dans ces cas-là, c'est un vrai intérêt. Et puis il y a l'histoire des. Alors là, j'ai rajouté, mais tout ce qui serait les avances consenties, c'est-à-dire que dans une société, au démarrage, si elle n'a pas un fonds de roulement, pas assez de cash, c'est l'associé qui va mettre entre guillemets au pot. Ça sera considéré comme du compte courant et dans ces cas-là, on pourrait éventuellement le rémunérer. Bon, en général, les comptes courants rémunérés d'associés dans les entreprises, dans les EURL ou dans les SASU, c'est assez rare. Voilà. Donc, ça, c'est les intérêts économiques. C'est vraiment la possibilité de s'ouvrir et de se développer. Qui peut être intéressant parce qu'en plus, vous pouvez vous adosser et vous associer avec des personnes que vous connaissez, de votre entourage, avec des compétences qui viendraient en plus des vôtres, ou alors carrément avec des investisseurs qui viendraient juste financer le développement de votre activité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut évidemment pas faire en entrepreneur individuel. Ensuite, l'intérêt juridique de la société. Donc, on est d'accord que pour les entreprises individuelles, c'est ce que je disais, il y a le patrimoine perso et pro. Ils sont séparés. En revanche, on sait tous qu'une banque, elle ne vous prêtera pas 1 euro si jamais vous ne donnez pas en garantie. Voilà. Donc, il faut quand même bien faire le distinguo. La réalité, c'est que l'entreprise individuelle, elle a quand même un grand intérêt, c'est surtout sa souplesse administrative et sa légèreté administrative. Et l'avantage des sociétés, c'est qu'effectivement, vous avez vraiment un distinguo très net entre la personnalité morale et la personnalité physique,
qui est du gérant ou de l'associé. Et donc, il y a un vrai cloisonnement et ça permet de limiter la responsabilité au montant des apports. Et encore une fois, même en société, quand vous allez emprunter à la banque, elle va vous demander une garantie personnelle. Donc, alors, il faut que je me dépêche. Donc, alors, l'entrepreneur individuel, c'est ce que je disais, c'est un travailleur non salarié, alors que, et donc il sera assimilé comme tel avec assujetti à un régime social indépendant et les cotisations seront assises sur le résultat de l'entreprise, alors que si vous optez pour l'IS, donc c'est les cotisations sont assises sur la rémunération que vous versez. Et en revanche, si vous êtes dirigeant d'une SASU, par exemple, vous serez considéré comme assimilé salarié, c'est-à-dire que vous allez relever vraiment du régime général des salariés. En revanche, l'avantage de la société par rapport à l'entreprise individuelle, si vous êtes soumis à l'IS, c'est que tous les dividendes qui vous seraient versés quand vous êtes en SASU, et non en, parce qu'il faut faire attention en plus, il y a la SARL avec gérance majoritaire, si vous versez des dividendes, c'est exactement le même régime que l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire qu'il va payer des cotisations sur 10% si on distribue plus de 10% des bénéfices, alors que si on a une société par action, on distribue des dividendes, c'est 30% flat tax et terminé. Alors, il y a un intérêt fiscal, évidemment, encore. Donc, on a parlé déjà du régime des micro-entreprises. Donc, quand on est en entrepreneur individuel et qu'on est soumis à l'IR, l'intégralité des bénéfices que vous réalisez s'ajoute aux autres revenus du chef d'entreprise et la rémunération en matière d'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, pardon, la rémunération n'est pas déductible de votre bénéfice imposable. Donc, encore une fois, là, on reparle, enfin, j'essaie de faire rapide, mais en gros, l'idée, c'est effectivement de bien piloter, poser vos besoins et de déterminer si quel est le besoin de votre rémunération et sous quelle forme. Est-ce que vous avez besoin d'un salaire, enfin, d'un montant tous les mois? Est-ce que vous avez la possibilité d'attendre un peu et plutôt de vous verser des dividendes? Donc, il y a quand même beaucoup de décisions à arbitrer en fonction du statut que vous allez choisir. Ensuite, il y a effectivement un impact. Alors, je terminerai à ce moment-là. Donc, il y a un intérêt patrimonial. Donc, alors, il faut faire attention parce qu'effectivement, depuis peu, en cas de décès de l'exploitant, de l'entrepreneur individuel, il y a une réunion automatique des patrimoines personnels et professionnels. Donc, on considère ça comme une cessation. En plus, le décès de l'exploitant est considéré comme une cessation fiscale de l'activité, avec tous les risques toutes les conséquences que ça implique, c'est-à-dire à nouveau l'imposition des bénéfices qui n'ont pas été encore imposés, les plus-values latentes et compagnie. Les héritiers seraient tenus indéfiniment des dettes de leur auteur, donc qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Donc, la seule protection que les héritiers pourraient avoir, c'est l'acceptation du patrimoine, de la succession à hauteur de l'actif net, c'est-à-dire actif moins passif. Et pour l'activité, effectivement, elle reviendrait en indivision. Mais il y a peu de chances, quand on est un entrepreneur individuel, il y a quand même peu de chances que les héritiers reprennent, sauf à avoir identifié un repreneur. Donc voilà, et ça aurait effectivement les conséquences d'une cessation d'activité. L'avantage des sociétés, sur le patrimonialement, c'est qu'effectivement, on peut organiser sa succession beaucoup plus facilement et en plus de manière fiscalement optimisée. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de céder, de faire rentrer, de céder la nue propriété, ensuite de faire rentrer éventuellement vos enfants au fur et à mesure, éventuellement d'organiser la détention des titres à travers un pacte du trade pour vous faire bénéficier d'un régime fiscal privilégié. Donc voilà, l'idée de cette masterclass, c'était de présenter les avantages de l'entreprise individuelle, parce qu'aujourd'hui, ils ont essayé de faire un système extrêmement simplifié, avec quelques complexités, notamment en matière de changement de régime fiscaux, parce qu'évidemment, ça a des conséquences inhérentes à ce changement de régime. Et ça permet quand même d'avoir une légèreté dans l'administratif qui est très agréable, parce que c'est vrai qu'on sait qu'en matière de droit des sociétés, c'est très lourd, ça coûte de l'argent. Et notamment, il faut à chaque fois prendre un avocat pour faire les assemblées générales. Et ça c'est vraiment dépenser de l'argent pour pas grand-chose quand on n'en a pas vraiment besoin. Donc voilà, donc l'idée, il y a plein d'avantages. Néanmoins, en fonction de l'activité que vous voulez développer, de ce que vous entendez faire et de vos besoins et de vos perspectives d'avenir, ça vaut le coup de se poser les questions. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.